Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un update lecture. Je vais vous parler de mes 4 premières lectures de l'année 2019. Cette année j'ai décidé que si je lisais un premier tome de saga, il fallait qu'ensuite j'enchaîne sur une suite de sagas parce que j'ai trop de retard dans mes sagas. Je commence beaucoup de nouvelles séries et ça n'en finit plus, je veux être au moins à jour et je me suis dit que c'était un bon plan d'avancer dans mes sagas, de me dire tu as le droit de lire un premier tome que si à côté tu avances dans une autre série. On va commencer avec le premier livre que j'ai lu pour l'année 2019. Je l'avais débuté en 2018 mais je n'ai clairement pas eu le temps de le finir car il était vraiment gros et malheureusement il était un petit peu en demi-teinte pour moi et vous allez comprendre le malheureusement tout de suite. Il s'agit du dernier tome de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Voilà, je suis super contente de l'avoir eu. Je l'ai eu grâce à Salomé de la chaîne Kiss the Librarian parce que ici au Québec, il n'est toujours pas sorti. Je le voulais absolument, donc j'ai demandé à Salomé si elle pouvait me l'acheter et me l'envoyer et que moi je lui ai envoyé de l'argent pour cela. D'ailleurs, je pense que je vais faire pareil pour Vicious et The Effigies, le tome 3 avec ma famille s'ils peuvent me le faire parce que je vais pas pouvoir attendre plus longtemps. Gardien des Cités Perdues, vous savez mon amour pour cette saga, clairement c'est une de mes sagas chouchoutes, c'est au même niveau pour moi qu'Harry Potter, voire quand même un petit peu en dessous, faut pas abuser non plus. Je suis team kiff, comme vous pouvez le savoir, je pense que j'en ai assez aussi parlé. Je ne vais pas vous refaire le résumé de cette saga parce que là on est sur un tome 7, donc je vais juste vous dire mon avis sur ce tome là, je vais pas vous faire non plus un résumé de ce qui se passe dans ce tome parce que ça serait un spoil pour beaucoup de personnes, sachant que les livres sont sortis en format poche il n'y a pas si longtemps que ça et je crois que les 3 premiers sont sortis chez PKJ. Je ne sais pas si le 4e est sorti à cette date là, en tout cas le 4e est mon préféré pour les personnes qui regardent et qui ne l'ont pas encore lu. Les petits défauts de Gardien des Cités Perdues que j'avais déjà remarqué à partir du 5, c'est que l'histoire est très lente, c'est-à-dire qu'on a du mal pas entrer dans l'histoire, mais on a du mal à trouver un peu d'action en début de roman. Ça s'accélère souvent à partir de la moitié du roman. Et là, comme le livre est méga gros, vous pouvez vous en rendre compte qu'il y a eu de gros passages lents. Surtout que Salomé m'avait prévenu au moment où je l'ai lu. Il y a un passage où ils sont dans l'infirmerie et je lui ai dit mais ce passage-là, il est lent, j'en ai marre. Elle me dit mais t'es pas au bout de tes peines. Il reste au moins, sans mentir, 200 pages dans l'infirmerie. Donc c'était vraiment trop pour moi. Par contre, j'ai toujours aimé l'évolution des personnages, même si je trouve que Kif, dans ce tome-là, fait un peu le gars qui se plaint tout le temps, qui ne va pas de l'avant. Il lui manque un peu de... pas de charisme, parce qu'il en a, mais un peu de caractère. Il faut qu'il s'assume, il faut qu'il assume ce qu'il a fait. Il faut vraiment qu'il sorte et qu'il fasse exprimer son caractère correctement, parce que là, c'est plus possible. Moi, je comprends l'évolution de ce tome-là à cause de ça. Comme vous le savez, comme je suis Team Kif, je ne peux pas être Team Fitz. Et je ne l'aime pas spécialement et dans ce tome je l'ai beaucoup trop vu à mon goût. Voilà, c'est tout dit, je ne vous en dis pas plus, mais Fitz, moi je comprends pas l'engouement autour de ce personnage, hein. Chacun ses goûts, mais Fitz, moi il me saoule, il est trop plan-plan, il est trop calme, même si dans ce tome là on voit une facette de sa personnalité qu'on n'avait pas vue jusqu'alors. Sinon la fin est plutôt pas mal, comme chaque fin de tome, et si je dois attendre les 100 dernières pages pour que je sois à nouveau à fond dans l'histoire et que je veux absolument le prochain tome, ça commence à me peiner un petit peu. Là aussi, on n'a pas avancé chronologiquement de beaucoup dans l'histoire. Allez, on a peut-être pris 6 mois aussi. J'espère que ça va s'accélérer, sinon je pense qu'au tome 17, ils auront peut-être atteint 18 ans. Voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup cette saga, hein. Foncez. C'est juste que là, j'ai été un petit peu déçue. J'ai ensuite enchaîné avec un premier tome de saga et j'ai lu Grisha de Les Bardugo aux éditions Milan. Je l'avais acheté d'occasion l'année dernière. Lorsque ma mère est venue nous voir au Québec pour les vacances de Noël, je lui ai demandé de me le ramener parce qu'il me faisait super envie. Et en plus, Anaïs m'a offert le 2e tome pour Noël, donc je vais pouvoir enchaîner rapidement cette saga. Je peux vous dire qu'on est passé pas loin du coup de cœur avec celui-là. Alina et Mal, une jeune fille et un jeune garçon qui se retrouvent à l'orphelinat. Il y a une guerre qui a éclaté dans leur pays et beaucoup d'enfants se retrouvent seuls. Leurs parents les ont soit abandonnés, soit sont tués, soit ils sont introuvables, etc. Nous sommes dans l'univers des Grisha, donc il y a des personnes qui viennent les tester quand ils sont jeunes pour savoir s'ils sont des Grisha, s'ils développent des pouvoirs. Ils sont enlevés de leur orphelinat ou de leur famille pour pouvoir développer cela.
car le pouvoir en place a beaucoup d'espoir avec les Grisha pour régler un problème sur son territoire. On a besoin des Grisha parce qu'il y a une grosse nappe de ténèbres et on pense qu'on va découvrir une Grisha ou un Grisha qui sera capable de sortir ces ténèbres et que les communications entre le pays pourront être rétablies. Et on va retrouver Alina et Mal lorsqu'ils sont plus âgés. Ils vont devoir traverser cette nappe et quand ils vont traverser celle-ci, un monstre va attaquer Mal et là Alina va déclencher ses pouvoirs de Grisha. Elle n'était pas du tout au courant qu'elle en était une et elle est elle-même surprise. Mal va survivre grâce à ses pouvoirs, mais Alina va être repêchée par les Grisha pour savoir d'où est-ce qu'elle vient, comment elle se sert de ses pouvoirs, etc. À partir de ce moment-là, toute la vie d'Alina va être bouleversée. Je sais que beaucoup de personnes qui ont lu ce livre n'ont pas forcément aimé Alina. Moi, je l'ai trouvée vraiment agréable. Ok, elle a des sauts d'humeur, mais je trouve que c'est plus réaliste qu'avoir un personnage lisse. Je comprends que quand elle arrive avec les Grisha, elle qui a toujours été privée, forcément, là, on oublie toutes ses amitiés passées parce qu'elle se retrouve au milieu de personnes qui se mangent bien, donc elle va bien manger, qui s'habillent bien, qui sont comme elle au final, même si elle ne le savait pas, donc forcément, elle va être dans une ambiance différente. Après, le possible triangle amoureux qui a failli se développer, heureusement pour moi, je trouve pas que ça en soit un, ça en a été presque un pourtant. M'a pas spécialement dérangé parce que ça n'a pas été vraiment le cas. J'aime bien Mal, même si j'ai peur que ça soit un peu le stéréotype du garçon dans le young adult, c'est-à-dire le gars qui est prêt à tout pour sa chair et tendre. Pour l'instant, je lui laisse encore sa chance avant le deuxième tome. C'est un premier tome assez court, il se lit vraiment rapidement et j'ai très hâte de lire le deuxième. J'ai ensuite lu le troisième tome de Une braise sous la cendre de Sabataïr, ici en VO, que j'avais déjà commencé à lire il me semble au mois de novembre 2018 avec Salomé de la chaîne Kiss the Librarian. Salomé a abandonné le livre parce que déjà elle n'aimait pas spécialement le premier tome et le deuxième tome. Et moi, je sais pas, j'étais pas du tout dans un bon mood et je l'avais mis en pause. Et là, je me suis dit, il faut que tu le reprennes parce que tu avais eu un coup de cœur pour le premier et le deuxième. Et j'ai repris le livre dès le début. J'ai bien fait. Parce qu'en le relisant, je me rends compte que soit j'étais passée complètement à côté de choses, soit en fait j'avais pas du tout retenu ce qui s'était passé jusqu'alors. C'est pas mon tome préféré, je trouve qu'il y a des longueurs. Je retrouve pas les personnages que j'ai aimés. Pour moi, Elias n'est pas au niveau du Elias du premier tome et deuxième tome. En ce qui concerne Laia, j'ai jamais vraiment été fan d'elle, mais là, c'est pas que son sort m'intéresse pas, mais au final, je suis pas tant emballée par son histoire. Et on va suivre aussi Hélène. Et Hélène, ça n'a jamais été mon personnage préféré, mais limite dans ce tome-là, c'était plus intéressant de savoir ce qui se passait avec Hélène qu'avec Laia. J'ai bien aimé l'histoire des djinns qui s'est développée, même si on attend encore beaucoup de réponses. Je vais lire le dernier tome, qui paraîtra je ne sais pas quand, mais à mon avis dans un moment, parce qu'on attend souvent le tome longtemps. Et j'espère qu'il sera à la hauteur du premier et du deuxième tome, car ce troisième tome est un petit peu en demi-teinte pour moi. Et j'ai enfin lu avec mon copain en lecture commune L'ombre du pouvoir, le premier tome, Le bâtard de Cossigan de Fabien Cerruti aux éditions Gallimard dans leur collection Folio SF. Nous avons fini tous les Gabriel Katz qu'on pouvait lire en fantasy et ce livre-là m'a été offert par Anaïs pour mon anniversaire l'année dernière. Je comptais le lire pendant le mois de la fantasy, ça n'a pas été le cas. J'avais un petit peu peur de me lancer dedans parce que la fantasy adulte, pour moi, ça me fait toujours peur au niveau des descriptions, des longueurs, etc. Et ce tome-là a été quasiment un coup de cœur. Pareil, je lui ai mis 4 sur 5 sur Goodreads. Ça a été une très bonne lecture. L'histoire se déroule au XIVe siècle. On suit Pierre Cordain, qui est un seigneur surnommé le Bâtard. Il dirige une compagnie de mercenaires et il vend ses services aux plus grands. Là, on le retrouve pour un combat de joutes en Champagne. Et on se demande un peu pourquoi il est là, car quand il se déplace lui-même en personne, il cache toujours quelque chose, il a toujours des idées plein la tête et il a toujours plusieurs contrats en même temps. On suit aussi en parallèle son descendant dans les années, il me semble, 1900 si je dis pas de bêtises, et celui-ci on le suit sous un format épistolaire. Les 2 premiers chapitres que j'ai lus de ce roman, je me suis dit oula, je suis pas sûre que je vais beaucoup apprécier celui-ci, parce que le côté épistolaire avec son descendant dans les années 1900, je me suis dit c'est quoi le rapport? Et au fur et à mesure du roman, on se rend compte que tout est lié, qu'on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer autant au XIVe siècle
qu'avec son descendant. J'aime vraiment beaucoup le personnage du bâtard, il a beaucoup d'humour. Il est très intelligent, il est accompagné de beaucoup de personnes qui sont prêtes à faire pas mal de choses pour lui. Il y a une loyauté dans sa team qui est quand même assez exceptionnelle. Et effectivement, ce roman se passe au Moyen-Âge, mais ce n'est pas le Moyen-Âge européen tel qu'on le connaît, car il y a des monstres, il y a des elfes, il y a tout un univers de fantasy qui est présent dans ce roman et qui apporte une touche vraiment différente de ce que j'ai pu lire, car on a des passages où on peut se référer à l'histoire actuelle et on se dit non mais ça s'est pas passé comme ça exactement. Et il y a eu des différences à cause de cet univers-là, et cet univers-là va avoir des impacts plus importants que ce que l'on pense. Donc si vous avez ce roman dans votre opale, n'hésitez pas à l'en sortir, il est vraiment bien. J'ai déjà le 2e tome, ma soeur me l'a offert à Noël et je vais le lire au mois de février car je ne veux pas faire attendre cette saga. Je sais qu'il y a 4 tomes donc je vais vite les enchaîner. Voilà, cette update lecture est terminée, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces romans, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire et nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!